Bonsoir tout le monde, hein. Merci d'être là. Bienvenue sur Sauce Digital, c'est mon podcast. Hein. C'est un podcast qui part à la rencontre des experts et des experts du digital. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Normalement, je suis au studio, je me cache derrière mon micro. Et là, vous êtes là. Donc c'est un format plutôt intéressant pour un invité exceptionnel. On a des circonstances exceptionnelles. Donc, ce que je vous propose, c'est un format d'interview qui va durer environ 45 minutes, suivi du networking. Vous pourrez échanger sur vos projets, poser des questions, etc. Donc, d'habitude, je vous incite à m'envoyer un DM sur Instagram pour partager votre avis. Donc là, vous aurez l'occasion de le faire en vrai. Donc, je vous attends à la sortie. Et je tiens à remercier du coup l'AITF et l'ADNSP Guadeloupe, sans qui cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Et bien sûr The Box. Donc pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, The Box c'est un incubateur et un espace de coworking. Et il y a d'ailleurs quelques porteurs de projets dans la salle. C'est vraiment un partenaire sur lequel vous pouvez compter pour concrétiser votre projet. Et on va pas se mentir, c'est un super lieu. Donc on remercie The Box d'avoir eu cette brillante idée. Du coup, c'est parti pour l'interview. Donc, pour apporter un peu plus de contexte, notre invité du jour est Sébastien Soriano, directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. On va parler d'abord de son parcours, puis de son expérience auprès du ministère du numérique et enfin de son poste actuel à l'IGN. Donc, l'objectif, c'est de vous faire bénéficier du retour d'expérience d'un acteur majeur du digital en France et d'apporter des réponses aussi sur comment est-ce que du coup les initiatives auxquelles ils participent peuvent faire bénéficier des entreprises locales. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors, votre carrière est assez impressionnante. D'abord, vous étiez rapporteur auprès de l'autorité de la concurrence en 2004, puis l'ARCEP, votre rôle de directeur de la régulation des marchés haut débit. Ensuite, retour à l'autorité de la concurrence, cette fois-ci en qualité de directeur, et on est seulement en 2009. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Comme on est dans un incubateur de start-up, vous pouvez pitcher votre parcours en moins de 2 minutes. À partir de 2009. À partir de 2009, d'accord. Voilà. Très bien. En fait, j'ai été piqué par le virus de la politique. Et moi, j'étais dans l'administration pour changer les choses, on va dire, à mon échelle. Et donc, en parallèle d'un parcours orienté vers la régulation, qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, comment l'État et le marché arrivent à créer une sauce un peu particulière. J'étais engagé politiquement et donc en 2012, je suis devenu directeur de cabinet de Fleur Pellerin. J'avais fait la campagne avec elle, François Hollande, et donc auprès d'elle, ça a été un moment professionnel exceptionnel autour de la French Tech, de ce qu'on a fait sur le très haut débit, l'entrepreneuriat, puis plein d'autres choses, la régulation des GAFA, sur lequel on a mis déjà quelques germes à ce moment-là. Après, j'ai enchaîné sur un truc un peu inédit, qui est qu'à 38 ans, je me suis retrouvé président de l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms. Et donc là, j'ai accéléré la couverture de la 4G, de la fibre, et j'ai préparé le lancement de la 5G, qui a été un grand moment d'humilité, puisque c'était en plein Covid, et avec les propos un peu questionnant la 5G comme modèle de société, que j'ai trouvé très intéressant. C'est intéressant d'en partager ça avec vous si vous le souhaitez. Et puis après, en fait, j'ai voulu avoir une expérience opérationnelle, puisque j'ai réalisé que j'avais passé 20 ans de ma vie à dire aux autres ce qu'ils devaient faire, que ce soit des administrations ou des opérateurs privés, qu'il était temps que je me confronte moi-même à la difficulté de l'opérationnel. Et donc d'où l'IGN, donc qui est vraiment un institut qui fait de la data, qui est un opérateur de données. Et donc j'ai découvert la magie d'être confronté aux choses qui marchent pas, aux équipes qui sont pas d'accord, aux commanditaires qui savent pas ce qu'ils veulent, etc. Voilà, choses que vous connaissez tous. Voilà, et puis la suite, on verra bien. D'accord, entendu. J'aimerais qu'on parle, qu'on revienne en détail sur votre expérience au sein du ministère du numérique et plus particulièrement la French Tech. Donc, comment on intègre le ministère du numérique déjà en fait? Disons que moi, je suis ingénieur des télécoms à la base, donc ça veut dire que voilà, je fais partie de cette vision un peu saint-simonienne d'un État qui est là pour apporter des infrastructures sur lesquelles ensuite l'économie va se développer. Donc avant, les ingénieurs des télécoms, ils étaient tous chez France Télécom. Voilà. Moi, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé ma carrière, France Télécom, ça devenait une entreprise privée. Et donc j'ai fait de la régulation et assez vite, je suis passé de la régulation
de France Télécom à la régulation de Google, notamment quand on était à l'autorité de la concurrence. On avait eu le premier cas mondial en fait de concurrence contre Google. Bon, c'était contre une petite boîte qui s'appelait Navix, qui vendait des espèces c'est un concurrent de Coyote, oui, qui vendait des petits détecteurs de radar sur la route. Ils existent encore ? Je crois pas, non. Qui s'est fait déréférencer par Google et du coup, ça a créé un cas d'abus de position dominante. Voilà. Donc, je suis arrivé au numérique par là et donc, comme je le dis, comme j'ai été piqué par le virus de la politique et que j'ai fait la campagne, Fleur Pellerin, elle voulait quelqu'un de confiance et donc je me suis retrouvé à ses côtés à ce moment-là. Et je dois dire que j'ai beaucoup découvert l'univers entrepreneurial parce qu'en fait, c'est assez cloisonné le monde du numérique et donc quand on a fait des télécoms, la régulation ou quand on a s'est intéressé à des sujets de concurrence. En fait, on s'est pas frotté à la question de l'entrepreneuriat, de comment créer les boîtes, comment financer les boîtes, comment les accompagner. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une découverte d'accompagner Fleur Pellerin dans cette aventure. Ok. Et du coup, quelles sont vos responsabilités principales en tant que chef de cabinet ? Alors, il y a un directeur de cabinet, un chef de cabinet. Le directeur de cabinet, c'est celui qui est vraiment responsable du cabinet dans son ensemble et de faire le lien avec l'administration. Et le chef de cabinet, c'est lui qui va s'occuper de l'aspect plutôt logistique, qui n'est pas à négliger, puisque notamment quand un ministre se déplace, il y a tout un tas d'acteurs à coordonner pour la sécurité, les rendez-vous, etc. Donc c'est un vrai boulot en soi. Donc moi j'étais directeur de cabinet, donc j'étais plus un peu sur le fond. Et donc le directeur de cabinet, c'est vraiment la plaque tournante. C'est-à-dire c'est celui qui se déplace jamais. Quand même réussi à faire un déplacement dans la Silicon Valley qui était très important. C'est celui qui se déplace jamais, donc tous les conseillers vont accompagner la ministre qui évidemment est partout, mais lui il se déplace pas, il est là, c'est un peu la tour de contrôle qui vérifie que tout fonctionne. Et le directeur de cabinet, c'est celui qui va diriger les administrations, diriger au sens orienté les administrations, parce qu'elles ont leur propre hiérarchie, qui va passer des commandes aux administrations pour qu'elles permettent à la ministre de porter ses politiques. Donc par exemple, on travaillait avec Bercy, et au départ Bercy, on leur disait bon, qu'est-ce qu'on peut développer comme politique pour soutenir l'entrepreneuriat ? Et en fait, on a été très vite confrontés au fait qu'ils étaient désarmés et qu'ils savaient pas le faire. Et une des vraies difficultés, ça a été de créer des politiques publiques qui accompagnent l'entrepreneuriat, non pas dans une vision paternaliste ou un peu old school de ce qu'on appelle de développement industriel, dans lequel on va essayer de donner des subventions, dans lequel on va être très concentré sur la R&D. Non, comment est-ce qu'on invite des politiques publiques de soutien vraiment à l'entrepreneuriat avec toutes ses spécificités de prise de risque, de financement, de talent, etc. Voilà. Donc le directeur de cabinet, c'est celui qui justement essaie de faire pivoter, si j'ose dire, son administration pour qu'elle sache se saisir de ce type de sujet. Et puis ensuite, vers le haut, le directeur de cabinet, il doit convaincre, parce qu'en fait, on se rend pas compte comme ça, on a l'impression que les ministres sont là, ils arrivent, ils décident les trucs. Non, en fait, il y a une machinerie extrêmement complexe, ce qu'on appelle les arbitrages, qui est qu'en fait, il y a Matignon, les services du Premier ministre, qui doivent valider absolument tout ce que vous faites. Et donc, il y a une partie très importante du boulot, qui est ce qu'on appelle des réunions interministérielles, des RIM, dans lesquelles vous devez convaincre, il y a les services du Premier ministre, et il y a tous les autres ministères qui évidemment veulent à tout prix vous étouffer parce que vous allez leur coûter de l'argent ou qui sont pas d'accord avec vous. Par exemple, l'écologie et l'agriculture, voilà, sont toujours en concurrence. Puis il y a les ministères dépensiers, puis il y a Bercy qui dit faut pas dépenser d'argent. Enfin, il y a un peu ce jeu de rôle. Et donc on est dans cette bataille pour faire valoir ces arbitrages. Et donc une de nos grandes difficultés avec la French Tech, c'est que les administrations comprenaient pas. D'une part, mais les autres ministères ne comprenaient pas non plus. Et donc, par exemple, je me souviens très bien qu'on avait des difficultés à convaincre le programme des investissements d'avenir, qui s'appelle maintenant France 2030. Certainement, vous connaissez. On n'arrivait pas à les convaincre au départ que la French Tech, c'était une marque, mais qu'il fallait pas essayer d'avoir des royalties sur cette marque. Ils nous disaient, vous voulez créer une marque, mais combien elle rapporte votre marque? C'est pas ça. On crée une marque qui permet aux entrepreneurs d'être visibles vis-à-vis d'un écosystème de financement, d'être visibles à l'international, d'être visibles vis-à-vis de leurs clients. C'est ça la valeur qu'on crée, c'est qu'on crée ce marchepied qui va permettre à des entrepreneurs d'accéder à des marchés, d'accéder à des financements. C'est pas, on va pas vendre la marque la French Tech, on va pas faire des t-shirts French Tech. Voilà, c'est pas une marque en ce sens-là. Donc on était confronté à ce genre de difficultés. Donc c'est ça le boulot du directeur de cabinet, c'est celui qui va convaincre, être le rouage, transformer la volonté politique qui vient du ministre, de la ministre en l'occurrence, qui avait cette vision de l'entrepreneuriat et du fait qu'on pouvait créer en France une sorte de Silicon Valley, mais avec nos caractéristiques, et ensuite toute cette machinerie administrative qui permet de le rendre possible. D'accord. Bon, ça fait bientôt 10 ans que ces initiatives ont été mises en place. Donc, comment est-ce que vous évaluez leur impact aujourd'hui ?
Bah moi, ce que j'aime bien regarder, c'est un peu des métriques. Alors, je les ai pas révisées en détail avant de partir, mais la première, c'est les levées de fonds, Oui. et la deuxième, c'est le nombre de licornes. Et voilà, qui sont les métriques qui sont souvent mises en avant dans la French Tech. Donc, au début de la French Tech, la France n'existait pas. Les levées de fonds, elles étaient vraiment pas significatives. Et quand vous allez dans la Silicon Valley, ils connaissaient Londres, un peu Berlin, mais pas Paris. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça dépend comment on compte, mais la France, elle est première ou deuxième, suivant les classements, en termes de levée de fonds en Europe. C'est l'endroit où il y a le plus de financements qui sont apportés pour l'innovation. Et la deuxième métrique, c'est les licornes, où bon, on a eu du mal parce qu'il y avait des concurrents assez forts, notamment les Suédois ont été assez bons pour faire émerger des grands acteurs, notamment Spotify ou dans le domaine du jeu vidéo ou d'autres. Skype est suédois aussi à l'origine. Donc il a fallu courir un peu pour les rattraper, mais maintenant voilà, en termes de licorne, la France est bien positionnée. Moi, ce que je trouve emblématique, j'en parlais tout à l'heure quand on parlait géomatique, ce que je trouve emblématique, c'est l'IA générative. C'est-à-dire, moi qui suis dans le numérique depuis 20-25 ans, à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, on dit la France est en retard. La France est en retard. Et après, vous avez un rapport qui sort, qui dit ah, mais nous avons tous les talents et toutes les compétences et tous les atouts pour y arriver. À chaque fois, ça recommence. Donc, à chaque cycle technologique, on a tous les talents, tous les atouts, etc., mais on n'y arrive pas, quoi. Bah, qu'est-ce qui se passe? Et pour la première fois, qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est qu'on n'avait pas de tissu entrepreneurial pour porter ça, tout simplement. Et donc, là, pour la première fois, avec l'IA générative, on a plusieurs grands acteurs, Mistral AI, Hugging Face et d'autres, qui sont en capacité de rivaliser avec les plus grands. Et pour moi, c'est pas du tout un hasard. C'est qu'on a créé cette capacité de faire converger des talents, faire converger des financements, faire converger des marchés et permettre, voilà, d'avoir ces accélérations ultra rapides qui permettent de jouer dans la cour des grands. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des signes de succès qui sont tangibles. Alors, je pourrais vous dire, de manière un peu plus symbolique, le fait que le président Emmanuel Macron, en 2017, ait parlé de Startup Nation, pour nous, c'était énorme. Enfin, je veux dire, c'était quand même une récompense symbolique de mettre. Alors après, on peut discuter. Est-ce que c'est un bon modèle de société? Je suis pas en train de juger, mais c'était une reconnaissance symbolique complètement inattendue. Enfin, je veux dire, quand en 2012, Fleur Pellerin se saisit du thème des startups, tout le monde dit oui, bon, c'est anecdotique ton truc, c'est pas important. 5 ans après, un président de la République en fait un étendard. Quand vous dites Startup Nation, ça me fait penser au fait que French Tech, c'est aussi un anglicisme. Oui. C'était pour le côté international. Alors, je pense que quand on refait l'histoire, faut se replonger dans le fait qu'on était nulle part. Je pense que c'est vraiment important de se rappeler ce point de départ. On était vraiment nulle part, on était invisible. Et donc, pour créer cette visibilité, enfin, la French Tech, l'astuce de la French Tech, c'est on va créer une marque, un étendard, qui va permettre de créer une visibilité, et on va faire une stratégie de marque. C'est-à-dire qu'au début de la French Tech, on a payé des billets d'avion et des hôtels, alors en partenariat avec Air France et Accor, qui nous avaient aidés, pour faire venir des riches VC américains, ou des leaders d'opinion américains de la Silicon Valley, des gens qui n'avaient pas besoin d'argent, pour venir passer 3, 5, une semaine en France pour faire un tech tour et voir l'écosystème français. Et qu'ils puissent rentrer ensuite dans la vallée en disant « Wow, the French guys, they are so smart ». Et pouvoir créer comme ça cet effet de cycle. Et donc, c'est une machine dans laquelle on a dû investir et on a dû, il faut le reconnaître, se convertir au code de la vallée. Parce que si on n'existait pas dans la vallée, on ne pouvait pas exister dans cet écosystème international. Donc effectivement, quand on a eu cette réflexion sur le nom, alors je vais vous parler comment ça s'est passé le nom, parce que c'est quand même assez marrant. Donc le nom, ça commence par le fait que, donc au départ, c'était Paris, capitale du numérique. Paris, capitale du numérique. C'est long. Donc on va voir. Alors donc on était là avec Paris, capitale du numérique, puis François Hollande, beaucoup de bon sens, il dit, il n'y a pas que Paris en France. Voilà. Bon, donc on part sur quartier numérique. Ah. Voilà. Donc on était avec nos quartiers numériques, il y a un rapport de la Caisse des dépôts qui dit sur les quartiers numériques, etc. Bon. Et puis il y a Publicis qui vient nous voir, qui dit, si vous voulez, je peux vous donner un coup de main pour réfléchir à un nom cool. Alors on dit, ouais, super, aidez-nous à réfléchir à un nom cool. Et là, Publicis nous sort des trucs abominables. Vous avez un exemple? Digiville. Ah ouais. Voilà. Il y avait Blue Zone, enfin il y avait des trucs bizarres. Donc ce qu'on décide de faire à ce moment-là, c'est on fait appel à l'écosystème. Oui. Donc un acteur de l'écosystème qui était en l'occurrence Ducadong
enfin, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent, qui est très investi dans Reinventing Organization francophone, donc qui avait une boîte de développement Officience, qu'organise dans sa boîte, dans le Sentier, un petit atelier où 4-5 personnes sont venues, on a mangé des tablettes de chocolat, on a fait une réunion post-it, et là il y a 3 noms qui sont sortis. Il y avait La Source. Voilà. Ah, c'était ma préférence. Il y avait La Source, il y avait Château Latec. Et alors, C'est mon préféré celui-là. C'est pas vrai. et alors, Château Latec, ce qui était marrant, c'est qu'on pouvait le décliner par ville. Château Latec Bordeaux, Château Latec Nantes, Château Latec, voilà. Bon. Et puis après, il y avait la French Tech. Et donc, voilà, finalement, c'est la French Tech qui l'a emporté. Et puis après, il y a l'histoire du logo. Mais on a consulté l'écosystème sur les 3 noms. Enfin, on a vraiment essayé de faire quelque chose qui soit approprié. Ensuite, il y a eu l'histoire du logo, sur lequel on avait 2 logos en compétition. Il y avait un logo super institutionnel moche, genre un hexagone, en plus, un hexagone. Voilà. Un hexagone hyper institutionnel, et puis l'autre, c'était le petit coq de la French Tech. Et en fait, c'est moi qui ai eu peur. C'est-à-dire que quand il y a eu les deux trucs qui ont été soumis, j'ai dit non, ça va trop loin, le coq, c'est trop disruptif, on peut pas se permettre ça. Et donc le jour où on devait l'annoncer, on n'a pas pu l'annoncer à cause de moi qui dit non, c'est trop tôt. Ouais. Voilà. Bon, finalement, on a choisi le coq, qui est évidemment une super idée. Et la divine surprise, ça a été qu'en fait les territoires détournent le coq pour faire un peu leur propre logo. Donc Rennes a fait un renne en origami, l'Alsace ils ont fait comment ça s'appelle, une cigogne, voilà. Voilà, chacun s'est un peu saisi de ça. Et voilà, c'est quand les gens s'approprient, détournent ton truc, c'est que t'as réussi. C'est bien dit. Est-ce que, avec le recul, il y a des initiatives que vous auriez approchées différemment aujourd'hui? Oui, je dirais, c'est vachement intéressant la 5G, parce que quand il y a eu un débat sur la 5G, le président a dit moi, je ne comprends pas qu'on puisse appréhender les problèmes du monde avec une stratégie de la lampe à huile, et qui croyait pas au modèle Amish. Bon, et c'est pas un hasard s'il a fait cette déclaration à une soirée French Tech. C'était justement une soirée French Tech. Il a profité entre guillemets de cette tribune pour balayer cette question de la 5G. Et je dois dire que moi, quelques années auparavant, je pense que j'aurais raisonné de la même manière. Et je comprends pourquoi il a fait ça. Je comprends cette logique parce que finalement, le message qu'il veut envoyer, c'est de dire nous, on est dans le train de la modernisation, on est dans le train de la technologie, et le défi français, c'est d'être souverain, présent dans cet enjeu technologique. Donc, pour une parole de président de la République, je comprends qu'il ait pris cette parole. Moi, dans ma position de président de l'ARCEP, j'ai tenu à essayer d'être le plus techno-neutre. Mais on est arrivé un peu trop tard. C'est-à-dire que au moment où on a préparé les enchères de la 5G, il y a eu des signaux faibles. Moi, j'organisais des déjeuners avec les nouveaux arrivants de l'ARCEP. Dès qu'il y avait 10 nouveaux arrivants, je déjeunais avec eux, puis on avait une discussion à bâton rompu. Puis là, il y a un jeune, c'est ça que c'est bien, c'est de se confronter aux jeunes. Il y a un jeune qui me dit, mais ça sert à quoi ta 5G? Alors là, mais je savais pas quoi lui dire, quoi. Pour moi, c'était évident que 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, et que on était dans plus de techno, plus de bandes passantes, plus de capacités, etc. Ah, c'est facile de refaire les matchs après coup, hein, mais bon. J'ai rien dit. Là, on est en 2019. Et donc, mais signal faible. Voilà. Et puis, pareil, Orange nous dit, oui, au fait, dans notre réseau social d'entreprise, il y a des forums de discussion et il y a des anti-5G chez Orange. Des anti-5G chez Orange. Donc là, quand même, on se dit, bon, il y a un truc qui se passe, plus les débats autour des enjeux écologiques qui commencent à apparaître. L'écologie du numérique, c'est 2019 que on commence à parler de ça. Donc on est à l'aube de ça, et donc on arrive, nous, à faire le pas de côté qui permet de pas être trop dans la mauvaise posture, en disant, on est techno-neutre. Donc à partir d'aujourd'hui, on a fait un peu un statement, on a dit, l'ARCEP devient techno-neutre, c'est-à-dire qu'on n'est plus promoteur à tout prix des technologies. L'ARCEP doit être d'abord garant des réseaux comme bien commun, qui était notre baseline, les réseaux comme bien commun. Et donc à ce titre, on peut être entre guillemets juge de la technologie. Enfin, je veux dire, on part pas du principe que toute technologie est bonne par nature. On a le droit de questionner, y compris la technologie. Et donc ça nous a permis de jouer un peu un rôle d'amortisseur dans ce débat. Il y avait le politique avec le gouvernement qui était très pro 5G, et encore une fois, j'ai expliquer les raisons pour lesquelles je comprenais très bien ce choix. Et nous, on était dans une posture un peu plus modérée dans laquelle on pouvait accueillir un peu les choses. Mon regret, pour en revenir à ça, c'est que ce qu'on a raté, en revanche, c'est d'aller au bout de la notion de commun. Et c'est toute la différence entre un bien commun et un commun.
Un bien commun, c'est quelque chose qui est pour tout le monde, mais qui est peut-être décidé par une seule personne. Et c'est bien le problème de la 5G. C'est que la 5G, en fait, c'est un truc qui s'est discuté dans des couloirs de ministères ou en discutant avec quelques grands industriels, que ce soit les opérateurs privés français ou que ce soit les grands équipementiers. Donc, Huawei évidemment, mais Ericsson, Nokia surtout, Samsung aussi. Et finalement, ça s'est décidé dans cette enceinte. Et on n'a jamais demandé aux gens s'ils voulaient la 5G. Or, la particularité de la 5G par rapport aux générations précédentes, c'est que c'est la technologie qui permet l'Internet des objets. En tout cas, elle est vendue comme ça. Or, l'Internet des objets, c'est quand même mettre des capteurs partout. Donc, c'est quand même un truc hyper intrusif. C'est pas pour rien qu'il y a eu des fantasmes sur le fait que dans les vaccins, il y avait des nanopuces 5G. Vous vous souvenez de ça? Oui. Parce qu'en fait, le point commun entre les deux, c'est l'intrusion. C'est que le vaccin, c'est on vous met un truc dans votre corps, il y a une intrusion. Et la 5G, c'est on va mettre des capteurs partout. C'est-à-dire que quelque part, vous n'avez plus de vie privée, vous êtes plus, vous êtes sous contrôle. Et donc, il y avait bien quand même ce point commun entre les deux. Et moi, ma conviction très forte, c'est que les technologies, pour qu'elles soient acceptables, il faut réussir à en faire des communs. C'est-à-dire pas seulement des biens communs, c'est-à-dire pas seulement quelques personnes dans des bureaux qui ont décidé que c'était bien pour les gens, mais de la construire ensemble. Et on avait la chance d'avoir dans notre secteur des réseaux associatifs qui auraient pu nous aider. On avait la chance dans notre secteur d'avoir des collectivités locales qui étaient très mobilisées. Moi, un de mes regrets, par exemple, c'est que l'association des élus de montagne, on les avait auditionnés en préparant la 5G. Et ils nous avaient dit, ce qui serait super, c'est que vous fassiez une expérimentation de 5G chez les élus de montagne. Et nous, on avait un peu, je dirais pas qu'on avait rigolé parce qu'on n'était pas méprisants, mais on était embêtés parce que la 5G, elle était faite pour les zones denses. Et donc les zones de montagne, on voyait, donc pour nous, avec une vision un peu techno comme ça avait pas de sens. Du coup, on l'a pas fait. Mais en fait, ça aurait été drôlement malin de faire de l'expérimentation de 5G dans une zone de montagne. Ça aurait été drôlement malin aussi de faire des réseaux associatifs. Il y a un réseau associatif qui est assez connu, qui s'appelle Scani dans Lyon, qui est un réseau Wi-Fi complètement associatif, de permettre finalement à tout un tas d'acteurs de jouer avec la technologie, de se l'approprier. C'est aussi un peu toute la philosophie de l'open hardware, voire construire soi-même ses équipements. C'est toute la philosophie des fréquences libres. Le Wi-Fi, c'est des fréquences libres. Il y a personne à l'attribution d'une fréquence Wi-Fi. Simplement, faut respecter un règlement d'usage de cette technologie. Tout ça, c'est des manières de permettre vraiment que la technologie soit portée par les gens et pas imposée d'en haut. Et je pense que si on avait mieux fait ça, on aurait peut-être eu une meilleure acceptabilité de la technologie. Justement, quand vous en parlez, ça me fait penser aux problématiques d'échelle qui peuvent s'appliquer à un territoire comme la Guadeloupe. Mmh. Donc, concrètement, comment est-ce que vous faites en sorte que ce genre d'initiative fonctionne pour des territoires comme le nôtre? Parce que du coup, quand vous avez parlé de l'exemple des élus de montagne et du fait que technologiquement parlant, ça pouvait être plus intéressant de le faire dans une zone plus dense, ça me fait penser à énormément de projets avec lesquels ça a pu arriver sur les territoires d'outre-mer. Donc, je me demande, à cette échelle, quand on pense à un projet national, comment on inclut les outre-mer? Alors, je vais commencer par une réponse honnête, qui est que très souvent, le modèle de pensée, c'est on fait l'hexagone, parce que, j'ouvre les guillemets, parce que c'est suffisamment compliqué déjà, fermez les guillemets, et après, du coup, on fait les DOM. Je suis désolé parce que c'est assez vrai que c'est comme ça qu'on fait. Et voilà. Non, mais c'est assez vrai. Et donc, moi, je l'ai vu dans la régulation des télécoms. La régulation des télécoms, c'est un vrai sujet parce que, si vous voulez, la régulation des télécoms dans l'Hexagone, c'est, avec ces 4 très grands opérateurs, Orange, Bouygues, SFR, Free, bon, il y en a d'autres, mais c'est les 4 grands opérateurs, c'est hyper compliqué de comprendre leur stratégie et comment est-ce qu'on peut les aiguiller pour que, en gros, ils fassent des bons réseaux pas chers partout. Et en fait, c'est toute une alchimie et un art avec des curseurs très fins à pointer. Et en fait, quand on prend chaque territoire d'outre-mer, c'est le même travail. Exactement le même. C'est-à-dire, c'est pas parce que les acteurs sont plus petits que c'est plus simple. Non. Voilà. Et donc, moi, j'ai des souvenirs un peu diffus de ça, des Digicel, des SFR, des SRR, des Orange, des Mediaserv, je sais plus, je les ai plus tous en tête. Plus le fixe, qui est encore une autre histoire, avec les endroits où il y a du câble, pas du câble, ça. Plus les câbles sous-marins aussi pour apporter les réseaux. Donc en fait, ce sont des marchés en tant que tels qui mériteraient, d'un point de vue intellectuel, qu'on y passe quasiment autant de temps que l'Hexagone. Et donc, il y a une espèce de flemme un peu intellectuelle qui est de s'en occuper après. Et du coup, comme on s'en occupe après, le marché est décalé. Et donc, si un jour on se réveillait en disant,
on va synchroniser, bah ça marchera pas. Parce qu'en fait, il y aura toujours 2 ans de décalage sur la 4G, sur la 5G, sur etc. Parce que on a pris entre guillemets ce retard au début et au tout début de la régulation des télécoms, par exemple. Ça c'est un bon exemple aussi de ça. Il y avait une idée que, comme c'était des petits territoires, il y aurait qu'un opérateur mobile. Voilà. Super. Et donc on avait réparti, on avait dit à la Réunion, c'est SFR, et puis dans les Caraïbes, c'est Orange. Vous avez coupé en deux et Bouygues. Alors moi j'étais pas dans le coup à cette époque. Au départ, c'était oui, vous comprenez, c'est des petits territoires, donc un opérateur ça suffit. Et puis c'est au fur et à mesure où évidemment on s'est rendu compte. Du coup, on va passer juste à la partie sur l'hygiène et les perspectives pour les startups locales. Donc du coup, c'est votre nouveau rôle. Pourquoi cette transition vers l'hygiène? Ouais. Moi, je suis comme une startup qui pivote, donc non, comme je le disais, je voulais faire de l'opérationnel. Comme beaucoup de gens, je me dis que le défi du moment, c'est quand même la transition écologique. Donc, à la fin de mon mandat de l'ARCEP, j'ai été voir le ministère de la Transition écologique. Je leur ai dit, est-ce que vous avez un job pour moi? Ils m'ont dit, écoute, ça tombe bien, il y a l'hygiène, il y a plein de numérique. Voilà. Donc, ça s'est tout simplement fait comme ça. Voilà, ça fait partie moi, je le prends positivement, des joies de la fonction publique, des hauts fonctionnaires, comme on dit, de pouvoir un peu passer du coq à l'âne, et donc, l'hygiène. Justement, sur haut fonctionnaire. Oui. C'est quoi la différence entre un haut fonctionnaire et un fonctionnaire? Oui, alors c'est un terme qui est décrié. Le terme qui serait plus approprié, c'est dirigeant public. Ok. Voilà, c'est-à-dire que on dirige des boîtes qui sont on peut avoir des statuts différents. En l'occurrence, l'hygiène, c'est un établissement public administratif, et donc de même qu'il y a des dirigeants dans le privé, voilà, il y a des dirigeants publics et ça c'est un certain nombre de responsabilités, un certain nombre de savoir-faire. Vous êtes toujours sur un siège éjectable, voilà. Enfin, c'est. Ok. Et du coup, quelles sont les principales initiatives de l'hygiène? Alors l'hygiène, on fait 2 choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle cartographier l'anthropocène. C'est que l'hygiène, c'est l'institut qui cartographie le territoire. Bon. Et le fait majeur du territoire, c'est qu'il change. Il change très vite. Et l'intérêt pour moi de venir en Guadeloupe, et avant on était en Martinique, c'est d'entendre les spécificités de ces territoires par rapport à ces changements. Spécificités qui sont particulièrement spectaculaires. Et donc, notre défi de cartographier l'anthropocène, c'est d'écrire ces changements. Donc ça veut dire, en gros, non plus seulement faire une carte pour faire une carte, mais c'est faire des séries temporelles sur des thématiques géolocalisées. Donc ça veut dire suivre l'évolution du trait de côte, suivre l'évolution des forêts, à la fois de sa superficie, de sa composition, suivre l'évolution des cours d'eau, le cas échéant, il bouge un peu quand même, il bouge un peu. Suivre, par exemple, la question des ravines et des pourcentages d'occupation de ces ravines, et après, du coup, des classifications que ça fait d'un point de vue réglementaire. Voilà, c'est des questions auxquelles sont confrontés les élus, les acteurs qu'on a rencontrés là pendant ces quelques jours. Décrire l'évolution de l'urbanisation, notamment avec la problématique de l'artificialisation des sols, voilà, sur laquelle on a besoin de mesures très fines. Et pour faire ça, ça passe par beaucoup de technologies. Donc, croiser des données de nature différente, et puis automatiser l'analyse de ces données. On peut plus être dans le temps du cartographe qui fait la carte quand il a le temps. Non, on doit être au rendez-vous de l'élu qui a besoin d'avoir une information tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans là-dessus. Et pour ça, donc, c'est beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, la famille d'intelligence artificielle qu'on mobilise, c'est Computer Vision. Et on commence à mobiliser de l'IA générative, des modèles de fondation pour accélérer les processus d'apprentissage. Voilà. Pour le moment, on n'utilise pas d'IA générative sur la création de la donnée elle-même. Parce que on a envie qu'elle soit vraie, donc la créativité, il faut qu'on fasse un petit peu attention. Voilà. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les géocommuns. C'est que notre conviction fondamentale, c'est que la cartographie ne peut plus se faire par un acteur. Même si on est l'Institut national, on peut pas faire la géographie des choses tout seul. Et donc c'est une composition d'acteurs, l'État, les territoires, tout un tas d'opérateurs thématiques, l'Office des forêts, l'Office de la biodiversité, les pompiers. Tous ces acteurs doivent être mobilisés pour faire une cartographie, parce qu'en fait, il faut des cartographies, pas seulement une cartographie. Et puis, bien évidemment, les acteurs privés qui ont des solutions dans leurs mains et qui ont l'agilité des acteurs privés pour agir. Et donc, par rapport à votre question sur les opportunités du secteur, nous, ce qu'on voit, c'est que voilà, il y a des besoins thématiques importants sur des thématiques comme les trames de biodiversité ou la composition des essences forestières, pouvoir analyser par de l'imagerie satellite, de l'imagerie radar, la composition des essences. On voit des choses sur des thèmes de suivi, comme par exemple la météo des sargasses, typiquement. Enfin voilà, comment est-ce qu'à partir de l'imagerie satellite, on va suivre ce type d'informations. Voilà, sur
des thèmes qui peuvent être très 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 variés, et puis des outils aussi de représentation des choses, des outils de partage de l'information, des outils de data visualisation sur lesquels voilà, les acteurs publics ont des besoins. Voilà, les phénomènes sont de plus en plus complexes. Il y a besoin à la fois de données, mais aussi de représentation plus poussée. Et donc notamment ce qu'on voit nous comme étant l'étape qui se dessine sur l'avenir de nos sujets, c'est la notion de jumeau numérique. C'est-à-dire que un jumeau numérique, qu'est-ce que c'est? C'est une maquette 3D qui représente un territoire sur lequel on peut jouer des scénarios. Donc là, on dit par exemple, le cas typique, c'est l'exploitation forestière. C'est je suis exploitant forestier. Qu'est-ce qui se passe si je plante des Douglas à la place de chênes et que dans 20 ans, il fait plus 4 degrés et que les tempêtes sont comme ci, comme ça. Donc on paramètre, si vous voulez, le modèle. Et puis ensuite, ça dit, bah voilà, ta forêt, elle va ressembler à ça. Et donc, grâce à ça, ça permet de prendre des décisions qui sont un peu plus éclairées dans des contextes de changement rapide. Donc, cette thématique des jumeaux numériques qui mobilise des briques technologiques assez variées est un secteur, me semble-t-il, d'avenir et de partenariat public-privé. Ok. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques ou des initiatives en place pour soutenir l'innovation locale que vous voulez partager? Alors, c'est vrai que nous, moi j'ai cette culture de la French Tech qui est de pas multiplier les guichets et les initiatives. Parce que une des choses qui nous avait frappé quand on a mis en place la French Tech, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient entre guillemets de la com en fait, de l'innovation washing, en faisant des petits dispositifs qui faisaient perdre beaucoup de temps aux entrepreneurs qui devaient répondre à des appels d'offres, à des concours, etc. Alors qu'à la fin, l'entrepreneur, ce qu'il veut, c'est surtout du financement et du business, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai gardé un peu cette vision des choses. Donc à l'IGN, on fait deux choses. La première, c'est qu'on s'adresse vraiment à des entrepreneurs au tout début de leur activité pour les aider à se saisir de la donnée géographique. Il y a quand même un peu des compétences spécifiques. Donc on donne du temps d'ingénieur de l'IGN pour les aider à monter leur projet. Donc on a un dispositif qui s'appelle IGN Fab. Donc là on a fait par exemple avec BRGM, qui est l'institut qui fait la géologie. Nous on fait au-dessus, eux ils font en dessous. On a fait un appel à projet sur l'eau qui s'appelle l'Innov, sur lequel on a recueilli un certain nombre d'initiatives qu'on va essayer d'accompagner. Voilà. Mais on s'amuse pas à essayer de les financer, on s'amuse encore moins à rentrer dans leur tour de table ou à ce genre de choses, quoi. C'est uniquement essayer de favoriser des entreprises sur des thématiques. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est Data Alliance. Donc ça, c'est tout nouveau. Voilà, ça a même pas un an, Data Alliance. Data Alliance, en fait, c'est l'idée que nous, ce qu'on fait, c'est que on va au cœur du problème qu'on constate. Le problème, c'est quoi? C'est que, par exemple, je suis une collectivité locale. Je veux avoir une cartographie de mon trait de côte. Il y a la start-up qui vient me voir, qui dit « Regarde, j'ai un truc génial, je peux faire ton trait de côte, c'est pas cher. » La collectivité, elle sait pas si c'est sérieux. Elle va pas déployer des techniciens pour challenger la boîte, quoi. C'est pas son métier. Elle sait pas ce que va devenir la boîte. Qu'est-ce qui se passe si elle se fait racheter par Google, etc. Et puis, elle a pas envie d'être dépendante pendant 150 ans pour avoir l'information qui est fournie par la boîte. Donc, avec Data Alliance, ce qu'on a mis en place, alors qu'il y a un dispositif un peu limité, c'est-à-dire qu'on l'a limité à uniquement des entreprises qui nous ont convaincus d'avoir levé un verrou technologique important et d'être en capacité de l'industrialiser. C'est-à-dire, on ne sait pas du POC, on est au moment où l'entreprise est capable d'industrialiser. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va ensemble voir le décideur public en disant, écoute, c'est la boîte qui va produire la donnée. Et donc, il y a 80% du fric qui va aller à la boîte. Et nous, on accompagne en se portant garant de la boîte. Donc, ça veut dire qu'on a eu une discussion technique avec eux pour vérifier que c'est solide. On a vérifié que la donnée est urbanisée. C'est-à-dire que la manière dont l'entreprise regarde un objet, par exemple, je sais pas, un arbre, en fait, est cohérent avec la manière dont on va décrire des haies, des forêts, etc. Et que c'est pas un espèce de furoncle qui va apparaître, mais bien une donnée qui va être cohérente avec les différents regards qui existent sur le sujet. Et puis ensuite, si jamais la boîte se fait racheter, etc., on se fait fort de prendre le relais, le cas échéant, de la production, si c'est la seule solution qui existe. Voilà. Donc on a fait une Data Alliance pour le moment sur le thème de la cartographie de l'occupation des sols. On a travaillé avec l'entreprise Namer, qui fournit la description la localisation des panneaux photovoltaïques au sol, une catégorie un peu compliquée de l'occupation des sols. C'est-à-dire que dans l'artificialisation des sols, si vous mettez les panneaux solaires à 1 mètre de hauteur, je crois, je connais pas bien la règle, c'est considéré comme un sol non artificialisé.
Donc évidemment, pour les élus, c'est super, parce que ça consomme pas de l'espace dans le décompte. Mais encore faut-il pouvoir le reconnaître, ce qui n'est pas forcément évident comme donnée. Et comme Namer avait travaillé là-dessus, on a fait un partenariat avec eux pour faire ça. On a d'autres partenariats en cours sur la forêt. Il y a aussi un incubateur, non? Alors justement, pas vraiment. Okay. En fait, on a ces deux dispositifs. Donc Hygiène Femme n'est pas un vrai incubateur, c'est vraiment un dispositif d'animation. Alors on peut prêter des locaux quand même, hein, en revanche, on a ce qu'on appelle un incubateur de commun. Donc c'est une approche un peu différente qui s'adresse pas qu'aux startups, qui s'adresse à tous les acteurs, qui s'appelle la fabrique des géos communs. Donc comme je disais, le deuxième défi, c'est cette question des géos communs. Comment est-ce qu'on arrive à faire travailler tout le monde ensemble? En fait, souvent, quand vous essayez de faire travailler les gens ensemble, vous essayez de donner une réponse institutionnelle. Vous dites, on va créer un GIE, on va créer une association, on va créer un groupe. Nous, on s'inspire de ce qui a été fait dans les communs. Donc, un exemple de commun qui est très connu, c'est OpenStreetMap. Je ne sais pas si vous connaissez. OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la carte. Un des fondateurs de OpenStreetMap, c'est Gaël Musquet, qui est né aux Abîmes. Voilà. Donc, OpenStreetMap, c'est une communauté de la carte qui est extrêmement vivace. C'est 10 000 volontaires contributeurs à OpenStreetMap en France. Voilà. Ils sont 6 fois plus que les agents de l'hygiène. Pourtant, on est déjà nombreux. Hein. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette anecdote et votre passage aux Abîmes, du coup? Pas du tout. Pendant votre séjour? Hasard. Ok. C'est la sérendipité. D'accord, parce que justement, je voulais qu'on revienne sur cette intervention. Donc, c'était une table ronde sur comment les services publics peuvent-ils conduire et soutenir l'adaptation de la Guadeloupe aux défis de l'Anthropocène en promouvant une transformation publique, en favorisant une approche collaborative des pratiques à travers les biens communs et en intégrant l'innovation technologique numérique. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me le répéter? Pas mal la question. Non. Voilà, donc la question concrètement, c'est vous pouvez nous expliquer l'objet de cette intervention? Non, parce que je pense que Okay. ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de combiner tout ça. Donc je vais vous donner l'exemple de Panoramax, parce que je trouve que c'est l'exemple le plus parlant. Donc Panoramax, c'est un commun qu'on incube dans cette fabrique des géos communs, qui est une proposition que nous a fait OpenStreetMap. Donc Panoramax, c'est l'équivalent en libre de Google Street View. Alors Google Street View n'existe pas en Guadeloupe, mais le Google Street View, c'est le petit bonhomme jaune que vous déplacez sur la carte, et tout à coup, vous avez la vue immersive, vous pouvez vous balader d'avant en arrière, c'est magique. Bon. C'est magique, sauf que ça n'existe pas en Guadeloupe. Donc ça veut dire que ça existe là où Google a décidé que ça existait, par rapport à son intérêt commercial. Et c'est magique, sauf que vous ne pouvez pas utiliser l'image, vous pouvez juste la regarder. On peut pas l'exploitation, on peut pas faire tourner des algorithmes dessus. Donc, OpenStreetMap nous a proposé qu'on fasse un commun, c'est-à-dire donc on a créé qui est une banque de données qui est décentralisée, qui est hébergée sur qui est un hébergement fédération d'hébergement, et dans lequel n'importe qui peut mettre une GoPro, un smartphone sur son vélo, sa voiture, prendre des images dans la rue et les téléverser dans ce système qui va référencer l'image et permettre, là où il y a de l'image, de faire la navigation exactement comme Google. Donc, si vous êtes une commune, que vous n'êtes pas content de ne pas être sur Google Street View, vous demandez à vos éboueurs de mettre des smartphones sur les côtés de la voiture, de capter l'information, et ils la versent dans Panoramax. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, à part pas trop équipé. Et donc ça, c'est le premier effet qui se coule. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que maintenant, on est en train de développer, quand je dis on, c'est avec OpenStreetMap, c'est pas IGN, hein, c'est un commun, c'est la communauté de Panoramax. On est en train de développer des applicatifs autour de cette donnée. Et donc, le premier applicatif qu'on essaie de développer, c'est la reconnaissance automatique des panneaux. Donc, c'est-à-dire que la commune qui capte les rues, qui la met dans Panoramax, ensuite, elle appuie sur Enter, bon, j'exagère un peu, et elle peut extraire automatiquement tous les panneaux de sa commune et les avoir en géolocalisé. Qui est un des problèmes, hein, c'est que les panneaux, c'est de l'argent public, mais on ne sait pas où ils sont. Voilà. Sachez qu'il n'y a pas de carte officielle publique des limitations de vitesse. Sérieux. I'm serious. Non, mais la géolocalisation est un combat. Donc Panoramax, voilà, ça permet ça, et on peut ensuite imaginer d'autres applications qui peuvent être mises en place, la détection des nids de poules, de la modélisation 3D, enfin tout un tas de choses. Voilà, c'est une donnée ouverte. À partir de là, il peut y avoir tout un tas d'applicatifs qui se mettent en place et qui permettent de répondre aux besoins des collectivités. Ok, ça marche.
Alors normalement c'est le moment du story time, donc je vous demande votre meilleure anecdote ou pire expérience avec votre métier. Là il y en a beaucoup. À la vache. Donc non mais du coup on va faire un truc fallait différent. que je prépare. Non mais là ça va être différent. J'aimerais savoir quelle est la startup qui vous a le plus marqué et pourquoi. Ici c'est difficile d'en choisir une, vous pouvez faire un top 3, mais que un top 3. Waouh, c'est difficile ça. Mm-hmm. Ouais, c'est trop cruel. Et je voulais vraiment la réponse, donc. Non, bah, je vais peut-être prendre une startup de Dataliance. Voilà, une de ces 10 startups avec lesquelles on travaille. Voilà, moi j'ai été vraiment bluffé par une entreprise qui s'appelle Kairos, donc qui utilise de l'imagerie spatiale, enfin pas que de l'imagerie d'ailleurs, aussi du radar, tout un tas d'informations spatiales, et qui a créé un service de détection du méthane qui est une référence mondiale. Et donc, vous savez que le méthane, c'est une des causes majeures de l'effet de serre. Et donc, grâce à ce service, c'est un truc, c'est beau, ça marche, et en plus, c'est hyper utile pour la protection de l'environnement. Donc, je trouve que c'est un service particulièrement emblématique. C'est une boîte avec laquelle j'espère on va travailler sur la forêt, à suivre. Voilà, ça c'est une belle entreprise. C'est votre dernier mot. Ouais, j'ai pas révisé, j'ai pas une liste de startups guadeloupéennes. Non, mais c'est pas obligé d'être. Alors, attendez, c'est pas obligé d'être une startup guadeloupéenne. C'est juste une startup qui vous a marqué. Ouais, je vais m'arrêter là. Carrière. Enfin, je sais pas. Même côté French Tech peut-être. Une licorne. Je sais pas. Ouais. Non. Non, mais si c'est non, c'est non. non. Ouais, non. Après, c'est différent. Après, j'ai été très séduit par des entrepreneurs. Je trouve que c'est des personnalités qui sont très attachantes. J'étais très séduit par exemple par Ludovic Loman, donc qui était le fondateur de Sigfox, qui est une entreprise qui a plutôt ça passe pas hyper bien, mais donc qui est une entreprise d'internet des objets. Et j'adorais parce que c'est Ludovic Loman et c'est quelqu'un qui a un CAP de tourneur fraiseur ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui vient du terrain. Qui s'est fait complètement lui-même et qui a eu cette vision, alors qui n'a pas complètement abouti malheureusement, qui a eu cette vision low-tech d'avoir un internet des objets extrêmement simple avec des chipsets très très simples qui permettent aux objets de communiquer avec une autonomie très très forte, avec cette idée que la plupart des objets connectés, on a besoin qu'ils envoient peut-être 1 ou 2 SMS par jour en termes de communication pour dire je suis là. Pas forcément plus, et que c'était une manière de développer l'internet des objets un peu moins lourde, consommatrice de ressources que ce que la 5G nous promet. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il ait une approche écosystème et que donc il a créé La Baille, je crois, c'est le nom de l'endroit. Non, c'est pas La Beige. Voilà, dans les environs de Toulouse, il a créé un écosystème avec des fêtes, des rencontres, aider des jeunes entrepreneurs. Enfin, voilà, c'était pour moi assez emblématique de cette énergie des entrepreneurs, de ce côté humain, généreux. Je trouve qu'on retrouve souvent chez l'entrepreneur et qui est très très attachant. Ok. Merci beaucoup pour votre temps. Avec plaisir. J'aurais pas dû dire ça du coup. J'allais vous remercier, mais merci du coup. Merci vraiment d'être venu. Donc, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube.